Merci beaucoup. Je vais juste mettre ça pour éviter d'être trop longue, en espérant que je le regarde de temps en temps. Et puis je dois prendre ça, c'est ça pour animer. Voilà. Je vais voir si ça marche. Il faut appuyer. Voilà, d'accord, ok, ça marche. Ok, donc bonjour à toutes et à tous. Je remercie déjà vivement Frédéric Douel de m'avoir proposé d'intervenir ce matin. Je suis très très honorée d'être là, un peu stressée parce que j'ai bien entendu dans les discussions off qu'on avait affaire ici à un public hyper averti. Et donc, voilà, je vais simplement vous dire d'où je parle, en tout cas dans mon cheminement intellectuel et les raisons pour lesquelles je suis venue à m'intéresser à l'inflation. Je ne m'y intéresse pas depuis que le régime d'inflation est reparti à la hausse, pas du tout. Je m'y intéresse depuis les années, disons, 2015-2016, donc j'ai peut-être anticipé un peu ce qui allait se passer, pas du tout. En fait, je m'intéresse à des analyses critiques et reconstructives des indicateurs macroéconomiques. Et donc, au départ, je me suis beaucoup intéressée à la croissance économique, à ce qu'elle disait, ce qu'elle ne disait pas, ou ce qu'elle avait du mal à dire aujourd'hui, et au PIB. Et en fait, l'inflation, en tout cas un proxy, le déflateur du PIB, est un des éléments qui permet de calculer la croissance économique. Et donc j'avais envie à un moment de me poser pour essayer de travailler sur cet indicateur, à chaque fois dans une vision un petit peu réflexive, si vous acceptez cette terminologie, vous me direz. Donc... oui, c'est comme ça qu'il faut faire, pardon. En fait, il faut aller tout doucement et il faut être par là, ouais. Il faut que je vise comme ça. Ok, donc je vais avoir un topo en 4 points. D'abord, essayer de voir avec vous, au fond, quand on parle de l'inflation, qu'est-ce qu'on mesure, comment on le mesure, et comment, depuis quand ça existe. Et donc, simplement, je vais m'intéresser à l'IPC, l'indice des prix à la consommation, qui est en fait le proxy qui mesure l'inflation telle qu'on l'entend dans les médias. Quand on nous dit aujourd'hui qu'il y a 6,2% d'inflation de mois à mois entre février 2022 et février 2023, c'est bien de cet indice des prix à la consommation dont il est question. Voilà. Et puis, vous dire aussi qu'au fond, cette mesure de l'inflation, bien, elle a fait l'objet dans le temps de conflits vraiment très importants, de conflits dans sa mesure. Et sans doute que ce n'est pas tout à fait fini si j'en ai bien entendu une partie des discussions. Donc il y a une histoire des conflits et c'est celle-là que j'ai essayé d'étudier dans mes travaux. Et puis parce que je suis aussi beaucoup sollicitée sur ces questions, essayer d'expliquer pourquoi les ménages ne s'y retrouvent pas toujours dans l'indice des prix à la consommation, quelles sont les explications sur le fait qu'il puisse y avoir un hiatus important entre les indices perçus et l'indice officiel, l'indice produit par l'INSEE. Et puis, puisqu'on est dans un régime d'inflation, ce sera une quatrième partie en guise d'ouverture. Est-ce qu'il y a des nouveaux conflits de mesures qui peuvent apparaître, de quel ordre, en tout cas quel format ils prennent à défaut de quels objets. Ah oui. Alors, donc la mesure de l'inflation, l'IPC, l'indice des prix à la consommation, le proto-indice de l'indice des prix à la consommation, il a été produit par une institution qui a précédé l'INSEE, qui s'appelait la Statistique Générale de la France, SGF, et qui, dès 1913, a élaboré un indicateur pour essayer d'apaiser une controverse et une révolte des ménagères. Vous voyez, il y en a toutes les périodes de la vie. Et donc, c'est un panier de 13 biens de consommation courante qui avait été identifié à l'époque par la Statistique Générale de la France. Et c'était un panier de 13 biens de consommation courante qui se voulait représentatif d'un ménage ouvrier de la région parisienne. Ménage ouvrier parce qu'il s'agissait de répondre politiquement à la révolte des ménagères ouvrières de l'époque. Donc vous voyez, il y a souvent quand même un lien, une sorte de position politique quand on veut produire des indicateurs et qu'on répond à un projet particulier. Et de la région parisienne pour des raisons tout à fait de commodité à l'époque, c'est-à-dire que la SGF n'avait pas de départements décentralisés, territorialisés, régionaux, en tout cas départementaux à l'époque. Et donc, on y trouvait ces 13 biens, pain, viande de boucherie, porc, bœuf, œufs, lait, fromage, pommes de terre, légumes secs. Donc, vous voyez, avec un focus alimentaire, puisqu'on est un peu dans la bonne enceinte, qui était vraiment absolument exceptionnel. C'était un indice qu'on appelle l'indice de l'Asper. Alors si le terme ne vous est pas du tout familier, sachez que c'est assez simple à comprendre. C'est un indice qui est une moyenne arithmétique, d'accord, une moyenne arithmétique de toutes les variations de prix de l'ensemble des biens qui composent le panier. Et simplement, elle est pondérée, cette moyenne arithmétique, par la part
de la dépense de chaque bien, ce qu'on appelle les coefficients budgétaires, à l'année de départ. Donc si on est entre T0 et T1, eh bien on prend les coefficients budgétaires, la structure de consommation à l'année T0, on affecte ces coefficients budgétaires à la variation du prix des biens et on en fait la moyenne et on obtient l'indice des prix à la consommation. Cet indice de l'Asper est encore l'indice qui, disons, est un horizon de la statistique publique aujourd'hui. Et donc, on dit aussi que ce que l'on calcule, c'est au fond la variation des dépenses pour accéder à ce panier de biens fixes. Au fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'indice des prix, ce qu'on veut, c'est avoir un panier qui soit toujours strictement le même en quantité et en qualité, et dont l'INSEE tentera de ne capter que l'évolution du prix pur. Débarrasser évidemment des variations de qualité, de quantité, ça c'est pas très difficile à faire, même si on sait que parfois il peut y avoir de la shrinkflation, c'est-à-dire des variations de quantité un peu cachées, mais ça l'INSEE, elle sait faire, enfin il sait faire, il paraît que c'est masculin, mais en revanche il faut aussi que ça soit stable en termes de qualité, d'accord ? C'est-à-dire que le bien ne doit pas varier en qualité parce que la variation de qualité n'est pas considérée par l'INSEE comme étant une variation de prix. Donc c'est toute chose égale par ailleurs en qualité, c'est la raison pour laquelle on dit que l'inflation, en tout cas dans les années 13 jusqu'à très récemment, il s'agissait d'un COGI, si je prends la terminologie anglo-saxonne, donc Cost of Good Index, donc un indice du coût d'un panier de biens fixe, de qualité fixe dans le temps. Ça, c'est pour 1913. Et puis, il a fait l'objet d'une histoire très longue avec vraiment 9 générations d'indices de prix identifiés par l'INSEE. C'est pas moi qui l'ai tout à fait reconstruit, bien que moi, je considère qu'on soit sur une 9e génération ici et que l'INSEE ne l'identifie pas tout à fait comme ça. Je pense qu'elle annonce qu'il y a 8 générations de prix. Et donc, voilà, c'est un peu le processus de construction des prix et de la mesure de l'inflation avec l'arrivée de l'INSEE à partir de 1946. Et qu'est-ce qui a changé ? Alors, énormément de choses, notamment en termes de méthodologie que je ne vais pas pouvoir complètement évoquer, et je serai assez allusive malheureusement, mais quand même, dans la première génération, on était sur 13 biens, puis 34, ensuite 213 articles, et disons qu'à la 8e génération, l'INSEE collecte 400 000 prix tous les mois, 400 000 prix tous les mois, et ça représente 1100 variétés de prix, variétés, c'est-à-dire plus ou moins les articles, et c'est censé couvrir 97% de l'ensemble de la consommation des ménages. Donc, pour faire vite, là, je vous ai plaqué dessus l'évolution de l'inflation pour que vous voyez un petit peu aussi quelle a été l'histoire de l'inflation avec ces grandes réformes. Je ne dis pas qu'il y a du lien, c'est évidemment souvent une concomitance, mais quand même, on était sur des inflations à plus de 40% au début des années 50. Là, on a les 2 pics d'inflation qui sont donc aux alentours de 15% en 1973, premier pic d'inflation, et 79, deuxième pic. Et puis ici, on en est là. Donc on est quand même encore très très loin des situations très inflationnistes qu'on a connues dans les années 70, mais en même temps, on ne sait pas très bien comment va évoluer cette courbe. Troisième élément, donc en 2022, pour vous dire un peu où on en est aujourd'hui, alors j'ai mis 22 parce que voilà, il faut bien s'arrêter un moment. Donc comme je le disais, 1100 variétés de produits censés recouvrir 98% des biens et des services de la consommation, avec 400 000 relevés mensuels, dont la moitié jusqu'en 2019 était fait sur le terrain, dans les magasins directement par des enquêteurs qui sont plutôt des enquêtrices, et puis 200 000 plutôt en back-office, parce que c'était des prix Internet, des prix auprès de professionnels, etc. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est plus le ménage ouvrier qui est identifié aujourd'hui, c'est le ménage français moyen, depuis les années 70. Et je vais quand même ajouter une petite phrase, c'est qu'il me semble que tous les indices moyens sont heuristiques à partir du moment où on a comme horizon l'égalité entre les uns et les autres. À partir du moment où il y a une population qui est ultra hétérogène, à la fois en termes de mode de vie et de niveau de vie, alors un indicateur de moyen parle de moins en moins à personne. Parce que, évidemment, une moyenne peine à être identifiée comme étant efficace d'un point de vue ou un autre. Et donc, le ménage français moyen a été retenu dès les années 70. Et aujourd'hui, le coefficient budgétaire est celui-là, j'ai retenu celui de 2022 que j'ai trouvé sur le site de l'INSEE. Alors évidemment, avec
par exemple, le logement, moi j'ai en tête plutôt 6%, dans le 9%, il doit y avoir l'énergie rattachée au logement, c'est-à-dire que l'INSEE parfois nous donne des postes dont on ne sait pas très bien ce qu'ils regroupent, et donc c'est parfois un peu compliqué. En tout cas aujourd'hui, je voudrais ajouter ceci aussi, l'indice des prix, c'est plutôt un hybride de type laspérien, c'est-à-dire un indice qui est toujours plutôt un indice de l'Asper, mais avec énormément de dérogations autour de cette moyenne. Et en particulier, depuis les années 70, on utilise des indices chaînes, c'est-à-dire qu'on a du mal à travailler quand même avec un panier fixe qui ne bougerait que tous les 5 ans. Tous les ans, on fait rouler quand même l'indice. Deuxièmement, de plus en plus, on utilise des moyennes géométriques plutôt que des moyennes arithmétiques. Et les moyennes géométriques, l'idée que l'INSEE a derrière la tête, c'est que les individus sont très rationnels et qu'ils vont avoir des comportements de substitution lorsqu'un bien est de toute chose égale par ailleurs en matière de qualité est moins cher, alors même qu'il peut y avoir sans doute des phénomènes quand même de comportement mimétique ou habituel ou inertique ou bien éventuellement même addictif à certains produits qui fait qu'ils ne vont pas bouger, mais va retenir une sorte d'imaginaire d'individu qui est assez rationnel. Et donc, ils vont plutôt mobiliser des moyennes géométriques depuis les années 90. Et puis, ils utilisent aussi l'idée de profil de consommateur, notamment pour les biens en télécom, parce qu'on a affaire ici à des produits dont le prix varie selon qui vous êtes, selon vos comportements d'achat, selon les usages que vous faites des biens auxquels vous avez accès. Et surtout, je voudrais insister sur un point. Aujourd'hui, la définition de l'inflation par l'INSEE, elle a vraiment changé. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans quelle est l'évolution des dépenses pour accéder à un panier de biens à qualité constante, mais aujourd'hui, quelle évolution du revenu pour atteindre un même niveau d'utilité. Alors évidemment, tout ça fait référence à une théorie microéconomique du consommateur, avec, je pense, un peu d'héroïsme pour savoir ce que signifie le niveau d'utilité, comment le mesurer, puisque je pense que c'est un peu le drame de l'économie, de ne pas savoir mesurer l'utilité véritablement, malgré l'augmentation des prix. Je continue. Donc c'est une histoire de conflit, l'histoire de l'INSEE, et j'ai loupé un truc ou pas? Oui, voilà. Il y a deux conflits permanents dans l'histoire que moi j'ai reconstituée de la statistique publique, et pour reconstituer cette histoire, j'ai quand même réalisé une trentaine d'entretiens de souvent plus de 2 heures avec des administrateurs de l'INSEE qui ont été en charge à un moment ou un autre de leur histoire du département des prix à l'intérieur de l'INSEE. Soit ils étaient en poste, soit ils étaient retraités de l'INSEE. Et donc les deux conflits sont d'abord, ils sont permanents du fait des usages multiples de l'indice des prix à la consommation. Alors on le voit aujourd'hui, mais déjà en 2015-2016, quand je faisais mon enquête, c'était évident. L'inflation est l'indicateur qui est le plus consulté sur le site de l'INSEE, mais de très loin par rapport à tous les autres, alors que spontanément on aurait pu dire, bon, je sais pas, taux de chômage, peut-être croissance. Non, c'est l'inflation qui est le plus consulté, parce qu'il y a vraiment de multiples usages, en particulier l'indexation des salaires minimums, avec quelque chose qui est un proxy de l'inflation, l'indexation des pensions, l'indexation de certaines prestations sociales. Il sert avec un proxy aussi, il sert de déflateur du PIB, c'est-à-dire que si vous voulez mesurer la croissance économique, quand on dit qu'il y a 2% de croissance économique, c'est la variation du PIB en valeur, mais déflatée de la variation de l'inflation, donc c'est quand même quelque chose d'important. Et puis, évidemment, comme vous le savez aussi, la BCE en a fait son outil principal de performance, c'est-à-dire que normalement, la BCE doit rester sur la cible de 2% d'inflation. Je ne dis pas que la BCE va tous les jours sur le site de l'INSEE pour savoir où en est l'inflation, parce qu'elle a ses propres modalités de calcul, mais en tout cas, vous voyez qu'il y a une sorte de multiplicité d'usages avec un indicateur qui est quand même assez unique, même si il y a des proxys autour de cela. Et il me semble que, en tout cas dans mes travaux, j'ai identifié deux conflits. Un conflit autour de la redistribution, ce qui peut se comprendre assez facilement, puisqu'au fond, si vous dites qu'il y a 5% de croissance, vous allez soit individuellement, soit collectivement, soit parce qu'il y a des indexations mécaniques, réclamer à peu près 5% pour au moins avoir un maintien de votre pouvoir d'achat. Donc il y a vraiment un effet pur de niveau de pouvoir d'achat. Et si vous êtes un acteur collectif qui dit à un moment ou à un
internautes de l'histoire, non, mais en fait, l'INSEE ment, je mets des guillemets évidemment, hein, c'est pas du tout ce que moi je dirais, mais il y a des acteurs dans l'histoire qui ont dit ça. L'INSEE ment, en fait, l'inflation n'est pas de 6%, 6,2%, mais elle est de 8%. Nous réclamons 8% d'augmentation de salaire. Vous voyez bien que ça a un enjeu vraiment redistributif, pas inintéressant. Mais il y a aussi un conflit, un enjeu autour de qu'est-ce qui compte. Et je vais essayer de l'expliquer juste après. Donc, premier conflit, le conflit autour de la redistribution et du pouvoir d'achat. Alors, moi, j'ai identifié 6 controverses majeures au cours de l'histoire. Je me centre sur l'une qui est peut-être la plus spectaculaire, qui est celle des années 70, à un moment où la CGT a produit son propre indice. Elle a fabriqué pendant près de 20 ans son propre indice des prix, qui s'appelle l'indice CGT, et elle le produisait tous les mois. Tous les mois, elle produisait un indicateur. Alors, elle avait pour elle à la fois le fait qu'il y avait beaucoup de syndiqués CGT à l'époque à l'INSEE qui œuvraient un peu en sous-main pour l'aider à fabriquer son indice des prix avec les compétences techniques et statisticiennes. Elle profitait aussi de hordes, je dis souvent ça à des conférences auprès des étudiants, mais c'est vrai, encore hier à l'EHESS, elle utilisait des hordes d'étudiants qui étaient plutôt syndiqués PC et qui faisaient la collecte des prix tous les mois pour la CGT et en son nom, et dans les secteurs d'activité où la CGT était puissante, en particulier dans la métallurgie, elle réussissait à ce que les négociations de salaire soient faites à partir de son indice des prix et non pas de l'indice officiel de l'INSEE. Et donc, alors là, comme c'est en basse-sang, vous ne voyez pas, mais en gros, c'était de 3 à 4 points au-dessus de l'indice officiel que la CGT réussissait à produire son indice. Et la légitimité de son indice, elle le tenait à la fois du fait qu'elle était quand même beaucoup aidée par les syndiqués CGT qui étaient même administrateurs de l'INSEE, d'une part, et deuxièmement, donc son indicateur avait un peu le même format que celui de l'INSEE, et deuxièmement parce qu'elle le produisait tous les mois. Et la récurrence de la production d'une donnée quantitative, on le sait, œuvre comme un élément de légitimation dans l'espace public. Enfin, ça vous parle? Bon, voilà. Et donc, les contestations centrales sont intéressantes parce qu'on les retrouve encore aujourd'hui. C'était autour du logement, c'est-à-dire que la CGT contestait le fait que la part du logement dans l'indice des prix à la consommation, dans le panier, était vraiment réduite à sa portion congrue. Aujourd'hui, ça ne représente encore que 6%. Hein. 6% uniquement la ligne logement, parce que l'INSEE considère que lorsque vous êtes propriétaire de votre logement, c'est une acquisition d'un bien d'investissement et non pas de consommation, alors que l'indice s'appelle l'indice des prix à la consommation. Mais sachez que la BCE est en train de travailler là-dessus et considère que c'est sans doute pas du tout conforme à ce qu'il faudrait faire, en particulier dans une période, alors je vais peut-être pas utiliser, encore que je vais me lâcher, dans un capitalisme qui est quand même un peu financiarisé, il y a des effets spéculatifs sur le logement qui fait qu'il y a de l'explosion des prix du logement qui vont beaucoup plus vite que l'indice des prix à la consommation. Et donc ça peut aussi expliquer une partie du hiatus entre la perception qu'ont les ménages de l'inflation au sens moyennisé du terme et puis l'évolution des prix tels qu'ils le ressentent. Donc autour du logement et autour d'un autre point qui va rejoindre mon point suivant, c'est le traitement de la qualité. Il faut que je vous explique quelque chose. J'ai dit tout à l'heure, l'indice des prix à la consommation, donc le 6,2%, c'est vraiment l'évolution du prix qui est considéré comme pur. Autrement dit, il faut que ça se fasse avec une qualité de produits totalement fixe dans le temps. Je vais prendre un exemple un peu excessif. Mais si un ordinateur passe de 50 à 100 entre deux périodes, et que l'INSEE est capable de dire que les 50 de variations sont liées au fait qu'il y a une multiplicité de fonctionnalités et de qualités supplémentaires, alors l'INSEE va considérer que le prix est resté le même. Et c'est un problème pour la CGT parce que la CGT contestait sur l'idée que les individus et les ménages ne choisissaient pas la qualité, que la qualité, elle leur était contrainte d'une certaine manière. Alors évidemment, tout ça relève de la manière par laquelle on se représente le marché. Les consommateurs sont-ils souverains sur le marché et vont-ils de manière libérée sur les produits qu'ils souhaitent obtenir en choisissant la qualité qu'ils veulent, ou bien la qualité est-elle contrainte par, en particulier, les producteurs, ou bien par la situation
exportation par des phénomènes d'importation, etc., etc., etc. Et donc, ce sont ces deux éléments qui conduisaient à cette variation. Et comme je le disais tout à l'heure, je l'ai mis dans le conflit autour de la redistribution, bien que, à mon avis, le traitement de la qualité soit déjà de l'ordre de qu'est-ce qui compte, je vais revenir, eh bien, a conduit à ces situations-là. J'ajoute un point, suite à la discussion de tout à l'heure, c'est la raison pour laquelle, enfin, c'est l'une des raisons pour laquelle l'INSEE dorénavant reste extrêmement secrète sur ses méthodologies de travail, parce qu'elle a été très très profondément traumatisée par le fait que cet indice était même considéré par la CGT comme l'indice officiel patronal, c'est comme ça qu'elle le qualifiait, tandis que l'INSEE a toujours évidemment vocation à essayer en tout cas de travailler en toute indépendance, en particulier vis-à-vis du gouvernement et évidemment vis-à-vis des catégories économiques et institutionnelles. Alors, il y a un conflit autour de la redistribution qui est vraiment très, très chevillé au corps. En 2008, peut-être pour certains le connaissent, il y a un rapport qui a été produit par Moiti Rochefort. C'est un moment très important dans l'histoire parce qu'à partir du moment où on est passé à l'euro, il y a eu un énorme conflit et de crise de légitimité autour de la mesure de l'inflation, avec vraiment des gens qui ne s'y retrouvaient plus, des ménages qui ne s'y retrouvaient plus pour la raison qu'on avait changé de monnaie d'une certaine manière et qu'il y avait de la suspicion sur le fait que les distributeurs en particulier avaient pu faire gonfler les prix et que éventuellement l'INSEE n'en rendait pas tout à fait compte. Et donc beaucoup de rapports sont sortis, dont celui de Moiti et Rochefort. Et dans ce rapport du CAE, en 2008, ils font une proposition d'une pluralité des indices des prix, de manière assez sage de dire, puisqu'il y a plusieurs usages, un usage d'indexation des salaires minimums, un usage de déflateur du PIB, etc., peut-être qu'on faudrait faire des indices un peu différenciés selon les usages, ce qui était, à mon avis, un peu raisonnable. Et là, vous avez quand même Monsieur Delplat, qui est un banquier assez connu, qui répond en annexe de ce même rapport et qui dit la chose suivante. Le gouvernement veut-il vraiment que la BCE prenne en compte pour sa politique monétaire des indices de prix qui montreraient, puisque évidemment ça ne s'est pas fait, mais une inflation qui serait significativement plus élevée que celle de l'indice actuel. Et ce que je trouve intéressant, c'est la fin de sa phrase. De tels indices montrant une inflation plus forte demanderaient une réévaluation des minima sociaux et des prestations sociales, ce que lui, en tant que banquier, préférait ne pas avoir. Donc je veux dire que c'est dans la tête de tout le monde quand même, l'idée selon enfin en tout cas des technocrates, l'idée selon laquelle il y a un lien entre la mesure de l'inflation et des effets redistributifs possibles, éventuellement même des effets sur la dette. Le conflit autour des représentations et de ce qui compte. Moi, j'y suis venue par ça, parce que je m'intéresse à la question de la croissance et à la manière par laquelle la croissance dit quelque chose de ce qui compte et de nos richesses. Et donc, je vais juste dire quelques petites choses. Donc, le panier de biens doit être à qualité constante. Et donc, évidemment, moi, j'ai pris conscience du fait que c'est dans le département des prix de l'INSEE qu'on mesure la qualité des biens, parce qu'il faut travailler toutes choses égales, par ailleurs, en matière de qualité. Mais la qualité, c'est quelque chose qui est très contingent à la société à laquelle on appartient et qui la définit. La qualité est quelque chose, d'une certaine manière, dont on pourrait dire qu'elle est un peu subjective et que nos intersubjectivités ne se rejoignent pas forcément. Et elle est très située historiquement et spatialement. Par exemple, on pouvait lire dans un article d'économie et statistique au milieu des années 90, il est évident que si des tomates sont disponibles toute l'année, alors c'est un supplément de qualité pour tous. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est une phrase qui ne pourrait plus être écrite dans un économie statistique et qu'on se refuserait par surmoi de je ne sais quoi, mais enfin, en tout cas, ça serait plus discutable, alors que là, ça semblait comme une évidence. Et donc, il va de soi que voilà, la notion même de qualité de ce qu'est un bien, elle est située historiquement et spatialement. La question qu'on peut d'ailleurs se poser, c'est est-ce qu'il y a une ontologie à la qualité ? J'ai dit que ça allait de soi sur l'ordinateur, qu'un ordinateur plus puissant était de meilleure qualité, mais ça peut aussi se discuter. D'abord, il y a une partie des usages qu'on n'utilise pas, et puis plus de puissance veut dire peut-être plus d'émissions de gaz à effet de serre, bref, qui peuvent aussi se discuter aujourd'hui, etc., etc. Donc, y a-t-il une ontologie à la qualité ? C'est une question qui se pose, et surtout, qui énonce la qualité ? Et là, de toute évidence,
l'INSEE est obligée de travailler, on la comprend, mais elle est obligée de travailler avec les producteurs d'une certaine manière. Et de mon point de vue, les producteurs, s'il y en a, je prends sur moi, mais les producteurs sont d'abord des prescripteurs avant d'être des descripteurs de la qualité. Il va de soi qu'ils préfèrent mettre en avant les suppléments de qualité et de progrès des biens et des services qu'ils proposent, mais que s'il y a des dégradations pendant le même temps, eh bien, ils ne seront pas nécessairement tout à fait décrits tant qu'il n'y a pas des obligations normées de devoir le faire. Et donc, la confusion entre descripteurs et prescripteurs est, de mon point de vue, un problème et que peut-être, ici ou là, il peut y avoir des surestimations de la qualité de ce qui est vendu. Bon, je passe l'exemple, bien qu'il eût été intéressant. Quelques résultats ensuite. Comment expliquer, c'est mon troisième point, que les ménages ne s'y retrouvent pas? Eh bien, le premier moment très conflictuel, en tout cas entre le hiatus entre les indices perçus et les indices officiels, c'est vraiment ce moment du passage à l'euro, avec un affaiblissement de la crédibilité de l'indice officiel, mais qui était aussi lié à un besoin de légitimation d'une nouvelle monnaie qui était en train d'être introduite dans la société et qui évidemment posait des questions et qui a nécessité un petit peu de temps avant d'être considérée comme un moment, comme une monnaie véritablement légitime. Et au fond, tous les travaux qui ont essayé de mesurer ce hiatus entre la perception qu'ont les individus de l'inflation et l'inflation officielle, donc courbe rouge et courbe bleue, montrent vraiment un hiatus spectaculaire à partir de 2002, c'est-à-dire vraiment le passage à l'euro. Là, ici, c'est l'ensemble des pays de la zone euro qui sont concernés. Ce sont des données d'Eurostat elle-même. Hein. Donc, voilà. Et en fait, en France, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu la même chose, avec vraiment un hiatus qui commence à partir du passage à l'euro, par rapport à l'inflation officielle qui est ici présentée, mais avec un hiatus qui a duré beaucoup plus longtemps que sur l'ensemble des pays européens. Alors, comment on peut expliquer ce hiatus, à la fois sur cette période-là et de manière plus structurelle, c'est-à-dire, je pense qu'il continue d'y avoir aujourd'hui, je pense que une sorte de suspicion, en fait, au fond, autour de l'idée que l'inflation telle qu'elle est mesurée par l'INSEE ne rend pas compte des inflations peut-être individuelles, même si ce terme peut être discuté. Eh bien, il y a d'abord l'effet inégalité, de toute évidence. C'est-à-dire, je l'ai dit tout à l'heure un peu rapidement, dans une société qui devient extrêmement hétérogène, à la fois en termes d'inégalités socio-économiques, mais aussi en termes de comportement structurel de consommation, eh bien, les individus, chacun ne s'y retrouve pas dans un indicateur moyen. Alors, Jérôme Accardo a essayé de faire des travaux, de proposer des travaux qu'on retrouve encore aujourd'hui dans France Stratégie, autour des mesures catégorielles, c'est-à-dire faire des indicateurs qui seraient d'inflation, qui différeraient selon les déciles de niveau de vie. Donc, par exemple, pour le niveau de vie D1, les personnes les plus pauvres, eh bien, on calcule un indice des prix, mais en fond, le problème de la prise en compte de cet effet inégalité, c'est que seulement l'effet de pondération est pris. C'est-à-dire qu'on sait que le décile le plus pauvre proportionnellement consomme plus de biens alimentaires que le décile le plus riche. On sait que le décile le plus riche consomme proportionnellement plus de biens de loisirs que le décile le plus pauvre. Donc c'est les parts dans la consommation qui sont retenues pour calculer ces indices catégoriels. Donc c'est assez intéressant. Et en même temps, il ne tient pas compte d'autre chose qui est encore plus intéressant, mais qui nécessiterait que l'INSEE y mette les moyens et ne le fait pas pour des raisons différentes. Qui sont les effets de gamme. C'est-à-dire qu'il va de soi que les individus des déciles différents, non seulement ont des structures de consommation différentes, mais ne consomment pas les mêmes produits. Ils ne consomment pas les mêmes tomates, ils ne consomment pas les mêmes voitures, ils ne consomment pas les mêmes... etc. etc. Et ça, l'INSEE ne le capte pas du tout. C'est-à-dire quand il fait des indices catégoriels, il ne retient que la structure de consommation, et ça nécessiterait évidemment des gros moyens que de pouvoir travailler sur ce qu'on appelle les effets de gamme. Et donc on ne sait pas s'il y a un effet inégalité qui est en capacité véritablement d'expliquer le fait qu'il y ait un hiatus. Il y a des explications psychologiques qui ont été données, qu'on retrouve aujourd'hui, qui sont liées au fait qu'il y a un certain nombre de biens dont la fréquence d'achat est plus forte que la part que les biens ont dans la consommation. Par exemple, votre loyer, vous le payez une fois par mois, tandis que votre pain, votre baguette de pain, vous l'achetez tous les jours. Et donc, il y a des effets psychologiques de variation qui sont liés au fait que, bon, vous consommez parfois des biens qui
dont les prix augmentent parfois plus vite et qui, dans le poids qu'ils ont dans votre consommation, ne sont pas forcément plus forts. Et ça, c'est les travaux de Daniel Kahneman notamment, et qui relèvent des sciences cognitives et comportementales. Et puis, il y a un troisième élément qui a été mis en avant au moment du passage à l'euro, c'est les dépenses contraintes. C'est-à-dire, au fond, et ça rejoint un petit peu les effets des inégalités, au fond, il y a de plus en plus, et ça, vraiment, les travaux de l'INSEE l'ont bien montré, il y a de plus en plus de dépenses qui sont considérées comme une véritable contrainte pour les individus parce qu'elles tombent en début de mois, mais elles tombent en début de mois de manière beaucoup plus drastique qu'il y a 40 ans. Et les dépenses contraintes, enfin, ce que l'INSEE appelle les dépenses préengagées, sont passées de 15% en 1958 à 33% en 2010. Voilà. Et donc, ça a explosé. Et ces dépenses contraintes, elles vont avoir évidemment des incidences sur le revenu arbitrable des ménages. Et donc sur la marge de manœuvre qu'auront les individus par rapport à leur pouvoir d'achat. Ça va avoir des incidences. Alors pourquoi plus aujourd'hui qu'hier? Parce qu'on est passé dans un nouveau régime quand même qu'on appelle parfois l'économie de la fonctionnalité, où les individus de moins en moins acquièrent des biens. Alors dans le domaine alimentaire, ça ne marche pas très bien, mais dans d'autres cas, ça marche énormément bien. Les gens accèdent de moins en moins à des biens et de plus en plus utilisent un usage temporaire de ces biens. Exemple, vous n'achetez plus de cassettes vidéo, mais vous abonnez à Netflix. Le problème, c'est qu'une fois que vous êtes abonné à Netflix ou à Canal+, eh bien, pas possible, si le mois prochain, vous n'avez pas le pouvoir d'achat, de résilier comme ça votre contrat. Vous devez attendre souvent quelques mois, etc. Et donc, ça fabrique une forme de contrainte dans vos dépenses qui fait que votre revenu arbitrable est évidemment différent. Et là, le reste à vivre ou le revenu arbitrable, selon les travaux de l'adresse, sont de l'ordre de 70% du revenu pour le décile le plus riche et sont de l'ordre de 30% pour le revenu le plus pauvre. Et donc on peut aussi avoir des phénomènes de contestation qui sont liés au fait que les dépenses contraintes sont plus importantes proportionnellement aux dépenses chez les ménages les plus pauvres que chez les ménages les plus riches. Bah oui, d'ailleurs, j'avais les chiffres ici. Voilà, pardon. 61% du revenu disponible des ménages pauvres et 23% du revenu disponible des ménages riches, les dépenses contraintes. Donc c'est 40 et 70. Alors, 4 derniers points. Retour de l'inflation. Est-ce qu'il y a des nouvelles controverses possibles? Bon, il y a toujours cette question de la dépense des logements dans l'IPC. Donc voilà, j'ai mis 8%, mais j'ai vu à 6, j'ai vu à 9. Enfin voilà, il y a quand même une instabilité de ce poste-logement parce que ça dépend de savoir ce qu'on met dans ce poste-logement et du niveau agrégatif que nous propose l'INSEE. Parfois c'est avec ou parfois c'est sans. Les dépenses d'énergie qui peuvent être évidemment différentes selon les modes de vie, je vous apprends rien, mais on le sait que de plus en plus, il y a des statistiques qui sont fournies entre les zones rurales et les zones urbaines qui peuvent aussi mener à des dépenses d'énergie différentes. Des dépenses alimentaires aussi différentes selon les niveaux de vie, mais ça c'est tellement évident pour vous que je n'insiste pas. Dans les derniers travaux de France Stratégie de 2023, ils montrent quelque chose qui n'est pas inintéressant. Il montre que si on retient simplement ces 3 postes, logement, énergie, aliments, qui sont les postes sur lesquels, voilà, à la fois ils représentent une part importante des postes de dépenses d'une part, et deuxièmement, c'est là, en tout cas sur énergie et alimentaire, que les variations ont été quand même importantes ces derniers mois. Il montre que, là je me retiens que la courbe en jaune, mais la courbe, enfin les diagrammes à bâton bleu seraient intéressants à étudier aussi. La hausse de l'inflation entre 2017 et 2022, ça représente 13% du revenu des personnes qui sont les plus pauvres et seulement 4,7% du revenu de 2017 des personnes qui sont les plus riches. Donc évidemment, il y a quand même des effets importants redistributifs de l'inflation. Et les effets de gamme qui ne sont pas pris en compte et qui peuvent avoir aussi un effet avec peut-être des stratégies de consommateurs qui se rabattent sur des gammes de qualité inférieure. Alors je peux revenir. Les bâtons bleus, c'était... je suis désolée, je crois que je vais trop vite. Voilà. C'est la part de l'inflation. Là, c'est la part d'inflation par décile. Et donc, voilà, par décile. Là, c'est la mesure de l'inflation par décile entre 2017 et 2022. D'accord? Donc là, pour le coup, elle est inférieure pour le premier décile, mais sans tenir compte des effets de gamme, hein, comme je le disais. Donc, elle est inférieure pour le premier et le deuxième décile, et puis ensuite, elle est relativement stable pour les autres déciles. Je
je veux pas aller trop vite, et donc voilà. Alors aujourd'hui, je trouve que ce qui est intéressant, enfin je trouve, les travaux que j'ai menés, que j'avais déjà identifiés dans mes ouvrages, sont caractérisés par une nouvelle controverse et qui est marquée aujourd'hui par vraiment une multiplication des centres de calcul. Et il y a un socio-historien de la quantification qui s'appelle Alain Desrosières, qui était administrateur de l'INSEE, XNSAE, etc., qui a beaucoup travaillé sur ces questions et qui a écrit beaucoup de livres là-dessus. Et il disait que la multiplication des centres de calcul était caractéristique de la nature de ce qu'est devenu l'État aujourd'hui et qu'il qualifiait de néolibéral. Et donc la multiplication des centres de calcul est vraiment ce qui caractérise ce nouveau régime d'inflation, en tout cas dans les controverses que l'on voit. C'est-à-dire, vous avez une multiplication d'indices de prix alternatifs, un peu comme la CGT à l'époque, simplement ces alternatives sont portées par des tas de nouveaux acteurs, et en particulier les médias. C'est-à-dire, vous avez le panier BFM, vous avez le simulateur individuel de France Info, vous avez Le Monde qui calcule son propre chariot, vous avez bientôt l'État qui va proposer un chariot alternatif, alors que lui-même, enfin bon voilà, vous avez vraiment une myriade d'indices alternatifs qui voient le jour et qui interrogent en fait. Est-ce que les médias sont devenus les garants d'une nouvelle vérité des prix? En tout cas, ça interroge le fait que ces nouveaux acteurs entrent dans le jeu, et j'ai oublié évidemment l'indice de UFC Que Choisir, qui est aussi très médiatique et qui dit par exemple que ce mois-ci, l'augmentation était de 7,7% et non pas de 6,2%. Donc vous voyez que les controverses ne sont pas du tout prêtes d'être finies. Voilà, et ça c'est par exemple ce que propose l'infographie du Monde, et qui est évidemment beaucoup plus spectaculaire que ce que donnent les données de l'INSEE. Alors, de quoi cette multiplication des centres de calcul est-elle le nom ? Est-ce qu'il s'agit, dans un certain nombre de cas, de contenter le consommateur en se disant bon, on va lui donner un peu le chiffre qu'il souhaite et puis qui représente un peu ce que nous, on perçoit en tant que médias, par exemple? Est-ce qu'on veut rejoindre la perception des ménages? C'est une question. Est-ce qu'il s'agit de vraiment d'un indicateur de la perte de confiance collective dans l'indice officiel? Après tout, les médias sont un acteur qui compte dans la manière par laquelle on se représente les réalités. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que vraiment il y a une vocation à concurrencer explicitement cet indice dans la sphère publique et médiatique? Et puis, en tout cas, peut-être que ce qui est en train de se passer est l'expression, ou sont des expressions éparpillées, d'une nécessaire redéfinition de la mesure de l'inflation, puisque je pense qu'elle est éventuellement contestable. Et puis j'en ai fini, je vous présente mes deux ouvrages sur lesquels je me suis appuyée pour cette conférence, et je vous remercie. On